Le 26 avril 2011, le père du Bitcoin a envoyé son dernier message et a sombré dans un silence éternel. À l'heure actuelle, sur ses portefeuilles intouchés depuis 2010, reposent environ 90 milliards de dollars. Satoshi n'a pas dépensé un seul centime, n'a pas écrit un seul mot, n'a réfuté aucune accusation, pas même lorsque son outil est devenu la monnaie de prédilection pour le trafic de drogue, les ventes d'armes et le vol de données. Je suis Monsieur Dark Web et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Satoshi Nakamoto est le véritable créateur du Darknet. Mais avant d'en venir à Satoshi, je dois vous montrer le monde dans lequel il a émergé, parce que pour comprendre ce qu'il a fait, vous devez d'abord voir ce qui manquait. J'ai passé des mois à fouiller dans les archives de forums, les documents judiciaires et les correspondances ayant fuité. J'ai exhumé des dossiers qui prenaient la poussière sur les serveurs du ministère de la Justice depuis des années. J'ai lu des fiches de discussion sur des forums qui n'existaient plus. Et plus je creusais, plus une chose devenait évidente. Le Darknet avant le Bitcoin était une ville fantôme. Les rues étaient là, les portes étaient là, les verrous étaient là, mais il n'y avait pas une seule clé. Tous ceux qui ont tenté de bâtir une économie parallèle sur Internet se sont heurtés au même mur, l'argent, ou plus précisément, sa trace. 1996. Un oncologue de Floride nommé Douglas Jackson lance un système appelé e-gold. L'idée était élégante. Une monnaie numérique adossée à de l'or réel stocké dans des coffres bancaires. Les transferts étaient instantanés, internationaux et à l'époque pratiquement non réglementés. L'inscription ne nécessitait aucune vérification d'identité. Les transferts se faisaient en un seul clic. En 2006, e-gold traitait plus de 2 milliards de dollars par an, 5 millions de comptes dans le monde. À un moment donné, le système est devenu l'outil privilégié des fraudeurs à la carte bancaire, des escrocs et de gens que je ne veux même pas décrire. Tout ce qui est imaginable a été blanchi via e-gold, blanchiment d'argent, réseau d'exploitation d'enfants, données volées. Pourtant, Jackson lui-même affirmait que son entreprise coopérait avec les forces de l'ordre et ne servait pas les criminels. Leur site web comportait une clause stipulant qu'e-gold ne porte aucune responsabilité quant aux actions des utilisateurs. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Cela ressemble presque à la clause de non-responsabilité sur le site web d'une certaine crypto-monnaie dont nous parlerons plus tard. Vous vous dites, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un mandat fédéral, le 24 avril 2007. Un grand jury à Washington inculpe e-gold Limited, ses propriétaires et ses filiales, 4 chefs d'accusation, association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent, association de malfaiteurs pour l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et 2 autres chefs d'accusation en vertu de la loi du district de Columbia. 24 mandats de saisie de comptes, actifs gelés, Douglas Jackson plaide coupable, non pas parce qu'ils l'ont brisé, mais parce qu'il n'y avait rien à briser. e-gold était une entreprise, avec un bureau à Melbourne, en Floride, avec des serveurs, avec des comptes bancaires détenant l'or. Un seul mandat et le système a disparu. La leçon n'a pas été retenue, ou du moins pas par les bonnes personnes. 2006, Arthur Budowski, un citoyen naturalisé costaricien né en Ukraine, lance Liberty Reserve. Ce n'était pas sa première tentative. Il était déjà apparu dans un projet similaire, Gold Age, pour lequel il avait reçu une peine avec sursis. Mais Budowski ne s'est pas arrêté là. Il a tiré des conclusions, mais pas celles qu'une personne normale aurait tirées. Il a décidé de ne pas abandonner, mais de mieux se cacher. Il a renoncé à sa citoyenneté américaine, a déménagé au Costa Rica, a épousé une vendeuse d'empanada de rue pour obtenir un passeport local. Il dira plus tard au service d'immigration qu'il craignait que son logiciel ne lui cause des ennuis juridiques aux États-Unis. Liberty Reserve permettait l'inscription sans aucune vérification. Vous entriez n'importe quel nom, n'importe quelle adresse, et vous commenciez à faire circuler de l'argent. En 2013, plus de 6 milliards de dollars avaient transité par le système. 55 millions de transactions, plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. L'argent issu du piratage de cartes, du vol d'identité, de la fraude à l'investissement, des cyberattaques et du trafic de drogue y circulait. Le procureur fédéral du district sud de New York le qualifiera de plus grand système de blanchiment d'argent de l'histoire. Budowski pensait être caché derrière 3 juridictions et un nouveau passeport. Le 23 mai 2013, ils l'ont arrêté en Espagne, sur la base d'un mandat du district sud de New York, extradé vers les États-Unis, 20 ans de prison. Lors du prononcé de la peine, la juge Denis Scott a noté que l'accusé ne montrait pas le moindre remords et que ses crimes avaient causé des dommages massifs et conduit à d'innombrables victimes de fraude dans le monde entier, parce que Liberty Reserve était aussi une entreprise, avec un opérateur, avec des serveurs, avec une personne spécifique à la barre qui pouvait être trouvée, arrêtée et emprisonnée. Et ce ne sont pas des exceptions, ce sont la règle. Sur des forums comme Carder Planet et Shadow Crew, les agents de séquestre utilisaient WebMoney et Western Union. Les traces étaient suivies.
Les gens ne se faisaient pas griller par des piratages ou par les crimes eux-mêmes, ils se faisaient griller par les transactions. Chaque fois que quelqu'un essayait de construire un marché anonyme, l'État suivait simplement la piste de l'argent jusqu'à la plateforme de paiement. Et à la plateforme de paiement, il y avait toujours quelqu'un en chair et en os. En 2008, l'Internet de l'ombre était un labyrinthe avec un millier de portes et pas une seule clé qui ne puisse être confisquée. Tout marché anonyme s'effondrait dès que l'opérateur était découvert. Ce qu'il fallait, c'était une clé sans propriétaire, un outil sans centre, de l'argent sans visage, et en octobre 2008, cette clé est apparue. Le 31 octobre 2008, un email est arrivé sur une obscure liste de diffusion de cryptographie appelée metsdude.com. 9 pages, aucune référence, aucun titre, signé par Satoshi Nakamoto, un nom que personne n'avait jamais entendu, un document qui allait bouleverser le système financier mondial. Mais cela, c'est pour plus tard. D'abord, nous nous penchons sur les personnes qui en rêvaient bien avant lui. Quand j'ai commencé à chercher d'où venait le Bitcoin, je m'attendais à trouver un génie solitaire. Un homme qui a inventé quelque chose d'impossible dans son garage. Mais j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé un mouvement. Un mouvement organisé, vieux de 20 ans, avec un manifeste, une liste de diffusion et un objectif très précis. Cet objectif a été formulé bien avant que Satoshi n'écrive sa première ligne de code. Et plus je lisais, plus cela devenait clair. Le Bitcoin n'est pas une invention. Le Bitcoin est une réponse. La réponse finale à un problème que des dizaines de personnes posaient et résolvaient depuis 2 décennies. 1992. Dans la région de la baie de San Francisco, un groupe se forme et se fait appeler les cypherpunks. Des programmeurs, des mathématiciens, des cryptographes. Pas des pirates dans des sous-sols, mais des scientifiques avec des publications et des brevets. Des gens qui travaillaient chez Intel, dans des universités, dans des laboratoires de recherche. Ils étaient unis par une idée. La vie privée n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Et la cryptographie est la seule arme capable de protéger ce droit contre quiconque, y compris le gouvernement. Ils lancent une liste de diffusion qui deviendra l'une des plus influentes de l'histoire de la technologie. Et sur cette liste de diffusion, au cours des 15 années suivantes, les idées qui allaient finalement donner naissance au Bitcoin ont été discutées. Mais encore plus tôt, en 1988, l'un des futurs participants du mouvement, Timothy May, un ancien physicien d'Intel, rédige un document qu'il appelle « Le manifeste du crypto-anarchiste ». Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en 1988, May a décrit avec une précision effrayante ce qui allait se passer 23 ans plus tard. Il a écrit que la technologie informatique était sur le point de permettre aux individus et aux groupes de communiquer et d'interagir de manière totalement anonyme, que les protocoles cryptographiques permettraient la création de marchés non réglementés, que sur ces marchés, on pourrait tout échanger des données et secrets commerciaux aux biens interdits, que l'État essaierait de ralentir la propagation de ces technologies en invoquant la sécurité nationale et le trafic de drogue, mais qu'arrêter le processus serait impossible. Il ne faisait pas de prédiction, il concevait. Ce n'est pas de la futurologie, c'est un cahier des charges techniques, et quelqu'un l'a réalisé plus tard, mot pour mot. Après mai, les tentatives de créer de l'argent numérique anonyme se sont succédées. Chacune résolvait une partie du problème, aucune ne résolvait le tout, mais chacune a laissé derrière elle un détail qui finirait par se retrouver dans le Bitcoin. 1989. David Chaum, un cryptographe américain, crée DigiCash, le premier système de paiements électroniques anonyme de l'histoire. Une idée magnifique, une cryptographie sérieuse, un prototype fonctionnel. Mais un défaut fatal, le système était centralisé. Une entreprise, un serveur, un fondateur, les banques n'ont pas soutenu le projet. Chaum a fait faillite à la fin des années 90. Son invention est morte avec l'entreprise. Tout comme eGold et Liberty Reserve mouraient plus tard. 1997. Adam Back, un cryptographe britannique, crée Hashcash, un mécanisme qui force un ordinateur à résoudre un problème mathématique avant d'envoyer un message. Au départ, c'était un outil contre le spam par email, une idée simple. Vous voulez envoyer un email? Dépensez de la puissance de calcul. Pour un email, ce n'est rien. Pour 1 million d'emails de spam, c'est une charge insupportable. Mais le principe lui-même, la preuve de travail, est devenu la fondation sur laquelle tout le réseau Bitcoin allait reposer. C'est ce mécanisme que Satoshi placerait au cœur du minage. 1998. Wei Dai, un cryptographe américain, publie le concept de bimonnaie, une monnaie numérique totalement décentralisée. Pas de serveur central, pas d'opérateur, pas de visage qui puisse être arrêté. Chaque participant du réseau stocke une copie de toutes les transactions. Le concept est resté sur papier, Dai n'a jamais écrit le code, mais Satoshi, dans son livre blanc, fait directement référence aux bimonnaies. La première citation dans la bibliographie. 2005, Nick Szabo, un informaticien et juriste américain, décrit BitGold, un système si similaire au Bitcoin que Szabo est toujours soupçonné d'être Satoshi. Décentralisation, preuve de travail, blockchain, horodatage. Tout y est. La seule chose qui manquait était le code fonctionnel.
BitGold était resté un concept, mais le plan était prêt. Voilà ce que j'ai découvert en alignant tous ces noms. Ce n'étaient pas des inventeurs isolés travaillant dans leur coin. Ces gens se connaissaient. Ils étaient tous sur les mêmes listes de diffusion. May, Schaum, Bach, Dai, Szabo, Hal Finney, nous parlerons de lui plus tard. C'est une communauté, avec une idéologie commune, un objectif commun et un manifeste qui l'énonçait clairement. Créer une monnaie qu'aucun État ne peut contrôler. Une monnaie qui ne peut être ni gelée, ni tracée, ni confisquée. Une monnaie sans visage et sans adresse. Et Satoshi est né de cet environnement. Il a fait référence aux travaux de Dai et Bach dans son livre blanc. Il a publié le document sur des listes de diffusion cryptographique où tous ces gens discutaient exactement de la même tâche depuis des années. Il a utilisé leur base comme brique de construction. Il ne pouvait pas ignorer où son invention mènerait, parce que les gens autour de lui en parlaient en clair depuis 20 ans. Une question que je veux que vous gardiez en tête jusqu'à la fin de cet épisode. Quand un homme issu d'un milieu qui a passé 2 décennies à concevoir des outils pour une économie anonyme crée enfin un outil fonctionnel, est-ce une coïncidence ou est-ce un résultat? Mais Satoshi n'a pas seulement créé un concept de plus, il a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu faire. Il a transformé une idée en code fonctionnel. Et dans ce code se trouvait quelque chose que ceux qui ne voient en Bitcoin qu'un instrument financier ne remarquent toujours pas. Chaque décision architecturale, chacune d'entre elles, était une réponse à un problème spécifique qui avait tué les systèmes de paiement de l'ombre avant lui. Le 18 août 2008, quelqu'un a enregistré le domaine bitcoin.org. Pas via GoDaddy, pas via Namecheap, via AnonymousSpeech.com, un service qui ne révèle jamais les noms de ses clients. Rappelez-vous ce fait, l'homme qui était censé construire un système de paiement alternatif pour des gens honnêtes se cachait dès le premier jour, comme s'il se préparait au jour où les services de renseignement viendraient le chercher. 2 mois et demi plus tard, le 31 octobre, Satoshi Nakamoto a publié un document de 9 pages sur la liste de diffusion cryptographique metsdode.com. Le titre, Bitcoin, un système de monnaie électronique pair à pair. De la monnaie électronique fonctionnant sans banque, sans intermédiaire, sans serveur central, un livre blanc, 9 pages qui ont tout changé. Quand j'ai lu ce livre blanc pour la première fois, je l'ai lu comme un document technique. Protocole, algorithme, schéma de confirmation de transactions, un ensemble de solutions pour un ensemble de tâches. Mais quand je l'ai relu après avoir étudié l'histoire d'e-gold, de Liberty Reserve et des plateformes d'échange de cartes bancaires, j'ai vu un document complètement différent. J'ai vu un manuel d'instructions pour corriger des erreurs. Pas des erreurs abstraites, mais les échecs spécifiques qui avaient brûlé des gens spécifiques. Chaque décision architecturale prise par Satoshi était une réponse à un problème précis qui avait tué les systèmes de paiement de l'ombre précédents, un par un, sans exception. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le voir autrement. e-gold a été fermé parce qu'il avait un serveur central. Un mandat, une descente, un point de défaillance unique et un système d'1 milliard de dollars se transforme en affaire judiciaire. Bitcoin n'a pas de serveur central, le réseau est distribué sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Pour l'arrêter, il faudrait éteindre chaque nœud de la planète simultanément. C'est impossible. Vous ne pouvez pas apporter un mandat dans un bureau, parce qu'il n'y a pas de bureau. Vous ne pouvez pas confisquer un serveur, parce qu'il y en a des milliers, et chacun détient une copie complète de chaque transaction. Liberty Reserve a été arrêté parce qu'ils ont trouvé le propriétaire, Budowski. Il se cachait derrière des passeports et des juridictions. Mais au final, c'était un homme de chair et de sang qui pouvait être tracé, extradé et emprisonné. Bitcoin n'a pas de propriétaire. Satoshi est une entité anonyme. Depuis le premier jour, il n'y a personne à arrêter, personne à inculper, personne à emprisonner. WebMoney et Western Union permettèrent de tracer les transactions via des identifiants d'utilisateurs. Chaque compte était lié à un nom, une adresse, un numéro de téléphone. L'enquête suivait la chaîne de la transaction jusqu'à la personne. Dans Bitcoin, les adresses ne sont que des hashages, de longues chaînes de caractères. Elles ne sont liées à aucun nom, aucun passeport, aucun compte bancaire, à rien. Une personne peut créer 1000 adresses en 1 minute, et aucune d'entre elles ne mène à sa porte. Tous les systèmes précédents pouvaient être gelés d'un simple coup de fil à une banque ou à un opérateur. Une demande du bureau du procureur, et les comptes sont bloqués, l'argent est saisi, les utilisateurs sont coupés. Une transaction Bitcoin ne peut pas être annulée, elle ne peut pas être gelée, elle ne peut pas être bloquée, elle ne peut pas être révoquée. Une fois envoyée, elle est inscrite dans la blockchain. Pour toujours. Aucun tribunal au monde ne peut passer outre les mathématiques. Pour tout transfert dans les anciens systèmes, vous aviez besoin d'un intermédiaire, une banque, un processeur de paiement, un opérateur, une tierce partie qui peut dire non, qui peut plier sous la pression, qui peut livrer des données. Bitcoin est pair à pair. Un transfert direct d'une personne à une autre, sans tierce partie, sans permission, sans possibilité d'interférence. Je ne prétends pas que Satoshi s'est assis devant son clavier en se disant « Je construis un outil pour le Darknet ».
Je pose simplement deux listes côte à côte, les problèmes de l'économie de l'ombre et les solutions architecturales de Bitcoin. Et je vous invite à constater par vous-même à quel point l'une correspond parfaitement à l'autre. 5 problèmes, 5 solutions, chaque vulnérabilité, fermée, chaque élément faible que l'État a utilisé pour détruire les systèmes précédents, éliminé. Coïncidence? Peut-être. Mais quand vous avez 5 coïncidences sur 5, ce n'est plus une coïncidence, c'est de l'ingénierie. Le 3 janvier 2009, Satoshi a lancé le réseau et miné le premier bloc, le bloc Genèse, le bloc numéro 0, le début de tout, et dans ce bloc, il a intégré un message, pas du code, pas une balise technique. Un titre du journal The Times de ce jour-là, le chancelier au bord d'un second plan de sauvetage pour les banques. C'est une déclaration politique, un manifeste cousu dans la première brique de la fondation. Satoshi n'écrivait pas seulement du code, il faisait une déclaration. Il disait « Le système bancaire est en faillite, l'État sauve ceux qui l'ont brisé et je construis une alternative ». C'est un homme avec une position, pas un ingénieur neutre, pas un scientifique qui se moque de la façon dont son invention est utilisée. C'est un idéologue qui savait dès le premier jour contre quoi il travaillait. Et 9 jours après le bloc Genèse, il a effectué la première transaction, 10 pièces. Le destinataire, Hal Finney, l'un de ces mêmes cypherpunks dont nous avons parlé. L'homme qui a créé le tout premier système de preuve de travail réutilisable, l'homme qui vivait à quelques pâtés de maison d'un japonais américain nommé Dorian Satoshi Nakamoto. Mais nous parlerons de Finney plus tard, parce que son histoire est un terrier de lapin à elle toute seule. Pour l'instant, Bitcoin n'existait qu'en théorie et sur les ordinateurs de quelques passionnés. Les pièces ne valaient rien. Personne ne savait si cela fonctionnerait. Mais le mécanisme était déjà en marche. La clé avait été forgée. Il ne restait plus qu'à l'insérer dans la serrure. En octobre 2009, un utilisateur sous le pseudonyme New Liberty Standard a calculé le taux de change du Bitcoin pour la première fois. La méthode était absurdement simple. Il a pris le coût de l'électricité dépensée pour miner une pièce et a fait la division. Le résultat, 0,00076 $ pour un Bitcoin. 1300 pièces pour $1, 1300. Rappelez-vous ce chiffre. Vous en aurez besoin pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ensuite. 2009, de janvier à décembre, Bitcoin existe mais il est utilisé par une poignée de personnes, littéralement des dizaines de personnes, minant sur des ordinateurs personnels ordinaires. Satoshi est actif sur le forum Bitcoin Talk, répondant lui-même aux questions, corrigeant le code, aidant avec les bugs. Il se comporte comme un développeur de logiciels libres ordinaires. Rien de suspect, pour l'instant. Le 22 mai 2010, un jour qui restera dans l'histoire comme le Bitcoin Pizza Day. Un programmeur de Floride nommé Laszlo Hanieks poste une offre simple sur le forum Bitcoin Talk. Il est prêt à payer 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. Quelqu'un, commandez-lui une pizza et il transférera les pièces. Le message est resté sans réponse pendant 4 jours. Puis quelqu'un a accepté. 2 pizzas de chez Papa John's. 10 000 pièces, c'est le premier achat d'un bien physique avec du bitcoin dans l'histoire. À cette époque, ces pièces valaient environ 41 $. Ce n'est pas important en tant qu'anecdote sur une pizza chère. C'est important en tant que preuve de concept. À ce moment-là, Bitcoin a cessé d'être une expérience abstraite pour cryptographes, c'est devenu de l'argent. De l'argent qui pouvait acheter quelque chose de réel. Et si vous pouvez acheter une pizza, cela signifie que vous pouvez tout acheter. Et c'est à cette époque que les premières discussions prudentes ont commencé à apparaître sur le forum Bitcoin Talk. Pas en clair, par allusion, les gens demandaient s'il était possible d'utiliser Bitcoin pour acheter des choses qui ne peuvent pas être achetées de manière habituelle. Personne n'appelait un chat, mais tout le monde comprenait ce dont il était question. Mi-2010, Satoshi commence à prendre du recul, progressivement sans annonce. Il transfère le contrôle du code à Gavin Andresen, un développeur qui aidait au projet depuis plusieurs mois déjà. Il lui donne la clé d'alerte du réseau, un outil pour la notification d'urgence de tout le réseau. Il répond de moins en moins souvent. Il écrit des messages de plus en plus courts. Et puis je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Décembre 2010, Wikileaks s'est retrouvé sous un blocus financier. Visa, Mastercard, PayPal, Amazon, tous les grands systèmes de paiement ont refusé les uns après les autres de traiter les dons pour l'organisation d'Assange. Une discussion a immédiatement éclaté sur le forum Bitcoin Talk. C'est le moment. C'est la chance pour Bitcoin de devenir une vraie alternative. L'un des utilisateurs a écrit « Allez, qu'ils viennent, nous sommes prêts ». Et puis Satoshi a répondu « Personnellement ». Ses mots furent ceux-ci. Il a fait appel à Wikileaks, leur demandant de ne pas utiliser Bitcoin. Il a dit que le projet était encore trop petit, que c'était une petite communauté bêta au premier stade, que Wikileaks n'obtiendrait guère plus que de la monnaie de poche et que l'attention qu'ils attireraient détruirait très probablement le projet à ce stade. À ce stade, pas jamais, pas ceci n'est pas pour vous. Mais il y a ce stade. 3 mots qui changent tout. Il n'était pas contre l'utilisation de Bitcoin pour Wikileaks. Il pensait que c'était trop tôt, que le système n'était pas encore prêt à supporter ce genre de pression. Ce n'est pas de la morale, c'est une question de timing. Quelques jours plus tard, Satoshi a écrit une autre phrase qui est devenue la clé de toute mon enquête.
Il disait que Wikileaks avait donné un coup de pied dans une fourmilière et que l'essaim se dirigeait vers eux. L'essaim, pas un problème, pas un risque. Un essaim, l'homme qui a conçu un système sans centre et sans vulnérabilité était soudainement inquiet, pas pour le système, mais pour lui-même. Et c'est là que mon enquête s'est heurtée à un mur. Parce que l'incident Wikileaks semblait détruire toute la théorie. Si Satoshi construisait un outil pour l'économie de l'ombre, pourquoi décourager Wikileaks ? Pourquoi craindre l'attention ? S'il voulait que le Bitcoin soit utilisé pour des transactions anonymes, eh bien voilà, le cas de transactions anonymes le plus médiatisé au monde. Prenez-le et utilisez-le. J'ai passé des semaines à essayer de concilier ces faits. Et la réponse s'est avérée simple. Si simple que je n'y ai pas cru au début. Satoshi n'était pas contre l'utilisation du Bitcoin à de telles fins. Il était contre le fait que cela arrive trop tôt, quand le réseau était encore petit, quand il pouvait encore être étranglé, quand un seul coup porté par un gouvernement pouvait tuer le projet, tout comme ils ont tué eGold et Liberty Reserve. Il ne le décourageait pas par principe, il contrôlait le calendrier, il attendait que le système devienne assez grand, assez distribué, assez invulnérable. Et alors, ce serait le moment, et la chronologie le confirme. Le 12 décembre 2010, le dernier message de Satoshi sur le forum Bitcoin Talk, un message technique sur la protection contre les attaques par déni de service. Pas d'adieu, pas d'explication, une sortie silencieuse. Février 2011, Ross Ulbricht lance Silk Road, la première place de marché du Darknet à grande échelle, accessible uniquement via Tor, la seule monnaie, le Bitcoin. Inscription anonyme, un système de notation des vendeurs exactement comme sur eBay, un service de séquestre protégeant les deux parties de la transaction. Tout ce que Timothy May a décrit dans son manifeste en 1988, réalisé, des transactions anonymes, un marché intraçable, le commerce de substances illicites. Le dossier technique écrit il y a 23 ans était enfin accompli. Ulbricht opérait sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Il pensait construire une plateforme pour la liberté, un marché sans contrôle étatique, où les gens décident eux-mêmes de ce qu'ils achètent et vendent. Une utopie libertarienne fonctionnant sur deux technologies, Tor pour l'anonymat et le Bitcoin pour l'argent. Deux jambes sans lesquelles la structure ne tiendrait pas debout. Le 26 avril 2011. Le dernier email connu de Satoshi adressé à Gavin Andresen. Il demande à ne pas être transformé en mystérieuse figure sombre. Il dit que la presse transforme cela en monnaie de pirate. Il demande à parler davantage du projet open source et à créditer les autres développeurs. Il transmet la clé du système d'alerte, il dit qu'il est passé à autre chose et qu'il sera probablement indisponible. Et il disparaît le 27 avril, le lendemain même, exactement 24 heures plus tard. Gavin Andresen publie un message sur le forum Bitcoin Talk, déclarant en clair qu'il a été invité à faire une présentation sur le Bitcoin au siège de la CIA, lors d'une conférence sur les nouvelles technologies pour la communauté du renseignement des États-Unis. Le 14 juin, il a écrit qu'il voulait le faire publiquement parce que Gavin visite secrètement la CIA, générerait bien plus de théories du complot que Gavin visite ouvertement la CIA. Le 14 juin, il a effectivement pris la parole au siège de la CIA. Après la présentation, il a écrit sur les réseaux sociaux que tout s'était bien passé, que les couloirs là-bas sont très larges et remplis de choses intéressantes. À la conférence, il y avait des gens de PayPal, de Facebook et des économistes de la Réserve fédérale. Et selon Gavin lui-même, il a même vendu du Bitcoin à l'un des agents de la CIA sur place. Faites attention à la chronologie. Silk Road fonctionne depuis février, Satoshi par fin avril. Le lendemain, son successeur annonce une visite à la CIA. Entre le lancement du plus grand marché de la drogue de l'histoire d'Internet, basé sur le Bitcoin, et la disparition complète du créateur du Bitcoin il y a 2 mois. Le 1er juin 2011, le journaliste Adrian Chen publie un article dans Gawker intitulé « Le site web souterrain où vous pouvez acheter n'importe quelle drogue imaginable ». L'article se répand sur Internet. Une explosion. Le prix du Bitcoin passe de 10 à près de $30 en une semaine. Silk Road se transforme, passant de l'expérience d'un libertarien solitaire à une industrie. Des milliers de nouveaux utilisateurs, des dizaines de vendeurs du monde entier. Le sénateur Chuck Schumer exige que les fédéraux ferment le site. Le FBI se saisit de l'affaire. Et Satoshi, le silence. Un silence absolu, impénétrable. Depuis avril 2011, pas un seul mot, pas une fois en plus de 15 ans. Même quand son portefeuille valait des dizaines de milliards de dollars. Même quand il était traité de criminel. Même quand des journalistes ont trouvé des gens qui lui ressemblaient et ont transformé leur vie en cauchemar. Il est parti, mais il n'est pas parti quand le Bitcoin ne fonctionnait pas. Pas quand il y avait des bugs, pas quand le projet aurait pu échouer. Il est parti exactement quand il est devenu clair que son outil fonctionnait, que le Darknet avait sa clé, et que la présence continue du créateur était un risque. La seule question est, un risque pour qui ? Pour le projet ou pour lui-même ? J'ai 5 éléments de preuve, et chacun d'eux pointe dans la même direction. 1 100 000 pièces, 22 000 adresses, pas un seul mouvement de fonds en plus de 15 ans.
Ce n'est pas un portefeuille, c'est un sarcophage. Tout ce que j'ai montré jusqu'ici n'est que de l'arrière-plan, du contexte, l'environnement dans lequel le Bitcoin a grandi et la chaîne d'événements qui a suivi. Mais maintenant, je veux faire autre chose, je veux présenter les preuves, une par une, comme un procureur devant un jury. Et que chacun d'entre vous décide par lui-même. Preuve numéro 1, l'anonymat conscient. Satoshi Nakamoto est un pseudonyme. Tout le monde le sait, mais peu pensent à l'ampleur de son déguisement. Il a enregistré le domaine bitcoin.org via anonymousspeech.com, un service d'enregistrement de domaine anonyme. Il a utilisé un email anonyme. Selon les administrateurs du forum Bitcoin Talk, il travaillait via Tor, cachant sa véritable adresse IP. Il n'a pas fait une seule erreur de sécurité opérationnelle pendant 25 mois de travail public sur le projet. 25 mois. Communication quotidienne sur les forums, correspondance avec des dizaines de développeurs, publication de code, réponses aux questions techniques. Et pas une seule trace. Pas une fuite, pas une divulgation accidentelle, ce n'est pas le comportement d'un homme créant un système de paiement alternatif pour des citoyens honnêtes. C'est un niveau de discipline que l'on ne trouve que chez ceux qui comprennent dès le début ce qu'il fait attirera l'attention de gens dont il vaut mieux se cacher. Un contre-argument ? Bien sûr, peut-être qu'il valorisait simplement la vie privée. Peut-être est-il paranoïaque, les cypherpunks aiment généralement l'anonymat pour l'anonymat. Accepté. Preuve numéro 2, la correspondance. Dans les fragments de correspondance qui subsistent, Satoshi a discuté du fait que le Bitcoin pouvait être utilisé pour des choses que d'autres systèmes de paiement ne permettaient pas. Il comprenait le spectre des applications. Il ne vivait pas dans un vide où le Bitcoin n'est utilisé que pour acheter du café. Il a grandi dans un environnement qui discutait de ces mêmes applications depuis 20 ans. Et il n'a jamais, pas une seule fois, dit « Mon outil n'est pas fait pour ça ». Un contre-argument ? Il aurait pu parler d'applications légales, transferts sans frais bancaires, aide aux personnes dans des pays aux monnaies instables. Peut-être. Preuve numéro 3, 1 million de pièces intactes. Satoshi a miné, selon diverses estimations, environ 1 100 000 bitcoins. Aujourd'hui, cela représente environ 90 milliards de dollars. Pas une seule de ces pièces n'a jamais été déplacée. Pas une seule. Durant toutes ces années. Même quand le prix a chuté, même quand le prix a atteint des sommets records, même quand une pièce valait plus de 100 000 dollars. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui a créé une start-up fintech et veut en tirer profit. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui a perdu ses clés. Perdre les clés de 22 000 adresses n'est pas oublier un mot de passe. C'est le comportement d'un homme qui sait. Tout mouvement de fonds est une désanonymisation. Toute transaction laisse une trace. Tout retrait en monnaie fiduciaire est un point à partir duquel toute la chaîne peut être dénouée. Un contre-argument ? Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a vraiment perdu l'accès, peut-être qu'il a fondamentalement décidé de ne jamais toucher à cet argent. Admettons. Preuve numéro 4, le moment de son départ. Satoshi n'est pas parti quand le Bitcoin ne fonctionnait pas. Il n'est pas parti quand il y avait des bugs critiques. Il n'est pas parti quand le projet aurait pu échouer. Il est parti à un moment précis, Silk Road fonctionnait déjà. Le Bitcoin avait déjà prouvé sa viabilité. Le réseau était déjà devenu assez grand pour ne pas être étranglé par un seul coup. Et c'est à ce moment précis, quand l'outil a fonctionné, que le créateur a disparu. De plus, le dernier email de Satoshi a été envoyé le 26 avril 2011. Le lendemain, Gavin Andresen a annoncé sa visite au siège de la CIA. Satoshi a appris cette visite de Gavin personnellement, dans ce tout dernier email. Et après cela, le silence, pour toujours. Et ici, je veux faire une pause et dire quelque chose d'important. Sur notre chaîne, nous avons déjà analysé comment les agences de renseignement américaines sont derrière la création du réseau Darknet lui-même. Tor a été créé dans un laboratoire de recherche navale des États-Unis. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait documenté. Et il y a des gens qui croient que Satoshi faisait partie de ce même système. Que le Bitcoin n'est pas une alternative au contrôle étatique, mais son outil. Je ne vais pas démêler ce fil ici, il y a des épisodes séparés pour cela. Mais je veux que vous gardiez ce contexte à l'esprit. Surtout qu'il y a un autre fait qui a été connu assez récemment. En février 2026, dans le cadre de la publication de documents concernant l'affaire Epstein, il a été révélé que Jeffrey Epstein a contacté Gavin Andresen 2 jours avant sa visite à la CIA. Le 12 juin 2011, Epstein a écrit à Andresen pour demander un appel téléphonique. Le 14 juin, Andresen a pris la parole au siège de la CIA. Ce dont ils ont discuté exactement est inconnu. Mais le fait même de cette connexion mérite d'être gardé en vue. Un contre-argument, Satoshi aurait pu partir simplement parce que le projet était sur pied et n'avait plus besoin de son auteur. La décentralisation suppose que même le créateur ne devrait pas être un point de défaillance unique. Logique. Preuve numéro 5, le silence. Après son départ, le néant absolu, pas un seul message, pas un seul commentaire, pas un seul démenti, pendant plus de 15 ans. Même quand Newsweek, en 2014, a débusqué un homme nippo-américain nommé Dorian Zern Satoshi Nakamoto et l'a désigné comme le créateur du Bitcoin, transformant la vie d'un retraité innocent en cirque médiatique, le vrai Satoshi est resté silencieux. La seule chose qui a fait surface fut un court message sur le forum de la P2P Foundation depuis un compte lié à Satoshi.
Je ne suis pas Dorian Nakamoto. 5 mots, et puis le silence à nouveau. C'est un niveau de maîtrise de soi presque impossible pour le commun des mortels. Quand votre invention vaut des dizaines de milliards, quand on vous qualifie de criminel, quand votre nom est devenu un mot courant, et vous restez silencieux, année après année. Ce n'est pas juste de la discipline, c'est un plan établi à l'avance. Un homme qui savait qu'un jour il se tairait à jamais et qui s'y est préparé dès le premier jour. Le contre-argument, il aurait pu mourir, il aurait pu finir en prison, il aurait pu simplement perdre tout intérêt. Maintenant, aligner ces 5 éléments de preuve. Un anonymat de niveau militaire dès le premier jour. Une compréhension totale de l'usage futur de l'outil. 1 milliard de dollars que personne n'a touché. Un départ au moment précis où l'outil a commencé à servir le Darknet. 15 ans de silence absolu. Chaque preuve, prise isolément, a une explication alternative. Mais les 5 réunis, je ne sais pas exactement ce que Satoshi pensait en écrivant la première ligne de code. Mais je sais une chose, 1 ou 2 coïncidences, ça arrive. 5, c'est un système. Le 12 janvier 2009, Satoshi a envoyé 10 pièces à un homme nommé Hal Finney. La première transaction de l'histoire du Bitcoin. Finney n'était pas un destinataire au hasard. C'était l'un des premiers cypherpunks, le créateur du premier système de preuve de travail réutilisable. Un homme qui a téléchargé le client Bitcoin le jour du lancement du réseau et a immédiatement commencé à le tester. Il vivait à Temple City, en Californie, à quelques pâtés de maison d'un homme nommé Dorian Satoshi Nakamoto. Celui-là même que Newsweek désignerait par erreur comme le créateur du Bitcoin. Une coïncidence qui reste inexpliquée à ce jour. En 2009, Finney a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui détruit lentement le système nerveux. Il a continué à coder tant qu'il a pu bouger ses doigts. Puis il est passé à un appareil contrôlé par le mouvement des yeux. Le 28 août 2014, Hal Finney est mort. Son corps a été cryogénisé au laboratoire Alcor en Arizona, le 128e patient de la fondation. Une partie des frais a été réglée avec les bitcoins même que Satoshi lui avait envoyés lors de cette première transaction. Si Finney était Satoshi, les clés du milliard sont parties avec lui, dans l'azote liquide, à une température de moins 196 degrés. Mais peut-être que Satoshi n'est pas Finney. Peut-être est-ce Nick Szabo, dont le Bitgold était si proche du Bitcoin qu'il faut un microscope pour voir la différence. Peut-être est-ce quelqu'un dont nous n'avons jamais entendu le nom. Et peut-être, et je sais que cela semblera fou pour certains, ce n'est pas une seule personne. Peut-être est-ce un groupe, un projet, une initiative avec un objectif précis. En 1996, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis a publié un document intitulé « Comment fabriquer une monnaie, la cryptographie de l'argent électronique anonyme ». Les auteurs étaient 3 cryptographes du département de sécurité de l'information de la NSA. Le document décrit les principes de création d'une monnaie électronique anonyme. Les concepts qui y sont exposés sont frappants de ressemblance avec l'architecture du Bitcoin. L'algorithme SHA-256, qui est au cœur du Bitcoin, a été développé par cette même NSA. Et parmi les scientifiques cités dans le document, figure un cryptographe japonais nommé Tatsuaki Okamoto. Le nom de famille n'est qu'à une lettre de Nakamoto. Je n'affirme rien, je vous montre simplement les ombres sur le mur et nous voici donc devant 2 miroirs, 2 reflets du même homme et dans chacun une histoire différente. Premier miroir, Prométhée. Satoshi est un idéaliste du mouvement cypherpunk, un homme qui a créé un outil pour la liberté. Il savait que le Bitcoin pouvait être utilisé à des fins malveillantes, tout comme les créateurs d'Internet savaient qu'il servirait à diffuser bien plus que des articles scientifiques. Mais il croyait que la liberté était plus importante que le contrôle, que le droit à la vie privée valait le risque que quelqu'un puisse en abuser. Il n'est pas parti par peur, mais parce que le projet devait vivre sans son auteur. C'était l'essence même de la décentralisation. Même le créateur ne doit pas être un point de défaillance unique. Son silence n'est pas de la lâcheté. C'est l'acte final d'un architecte qui a construit un édifice et a retiré les échafaudages derrière lui. Second miroir, l'architecte de l'ombre. Satoshi est un homme qui a conçu l'outil parfait pour l'économie souterraine. Et il le savait dès le premier jour. Son anonymat n'est pas de la modestie, mais une sécurité opérationnelle. Son million de pièces intactes n'est pas de l'oubli, mais la discipline d'un homme qui comprend qu'une seule transaction pourrait le démasquer. Son départ n'est pas une déception, mais une évacuation planifiée. Il a attendu le moment où l'outil fonctionnerait, où le réseau deviendrait invulnérable, où le Darknet aurait son argent, et il s'est volatilisé. Il n'est pas le créateur du Darknet au sens littéral. C'est un marchand d'armes, un homme qui a forgé une épée, l'a posée sur la table et a quitté la forge. Et ceux qui l'attendaient sont venus chercher l'épée. Nous ne savons pas qui est Satoshi Nakamoto, nous ne savons pas s'il est en vie, nous ne savons pas s'il observe ce qui est devenu son invention, nous ne savons qu'une chose, il a construit une clé qui ne peut être retirée. Il l'a donnée au monde et il a disparu. Et le Darknet, pour la première fois de son histoire, a commencé à fonctionner pour de bon.